de vous retrouver sur Digital Congo Télévision et FM pour ce nouveau numéro du magazine Entretien, votre magazine d'information qui reçoit ce soir pour vous le professeur Godin Poy, qui n'est plus à présenter, mais on va quand même le faire. Il est professeur d'université, il est ancien président de l'Assemblée provinciale, il est pasteur, il est également député national. Alors, professeur Godin Poy, bonsoir. Bonsoir, Madame Ruth. Ma présentation est-elle exhaustive ou il y a un détail que nous avons omis? Non, c'est déjà assez. C'est déjà assez. Alors, avec vous, on va passer en revue l'actualité de l'heure. Elle est notamment liée à la Constitution. Alors, d'entrée de jeu, pour vous recevoir, vous militez pour le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution? Oui, moi, je milite pour le changement de la Constitution, principalement dans son volet économique. Ah, ok. Voilà, parce que souvent, les gens pensent que la Constitution ne traite que des affaires politiques. Ben, j'oublie que dans toutes les constitutions du monde, il y a toujours un titre ou une section qui est réservée aux finances publiques et partant à l'ensemble de l'économie. Et d'ailleurs, c'est ça. Certains disent que c'est l'économie qui fait la politique. Ah, voilà. Ça, vous avez bien dit. Alors, il y a un groupe de pasteurs dont vous faites partie qui mène justement cette démarche-là pour le changement de la Constitution. Nous avons de l'autre côté les églises catholiques et protestantes qui ont toujours joué le rôle de contre-pouvoir aux côtés de la population en veillant au respect des textes. Alors aujourd'hui, cette démarche que vous menez, vous ne pensez pas que vous politisez la chair et vous risquez de diviser vos fidèles si déjà la démarche ne vous divise pas vous-même, homme de Dieu? Merci beaucoup. Madame Ruth, la beauté de la démocratie, c'est la contradiction, c'est les divergences. Le plus important, c'est la façon dont on gère toutes ces contradictions. Vous savez, je ne veux pas faire le balisage historique de l'État, mais le premier État a eu comme chef de l'État Dieu lui-même. Nous sommes dans les jardins d'Éden. Il avait organisé la vie d'Éden d'une manière telle qu'il y avait de l'opposition. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie. C'est le diable qui était là. Et vous aurez remarqué que jusqu'au XIIe siècle, les grandes questions de réflexion et de gestion étaient l'apanage de l'Église. Donc l'Église ne peut pas garder un silence coupable pendant que le pays va mal. La plupart des gens qui entrent dans des questions constitutionnelles, il y en a qui le font par haine, par revanche. Mais j'ai l'impression que beaucoup ne saisissent pas le vrai enjeu du jeu. En fait, ce qui nous intéresse, nous, du moins notre bloc, c'est le bien-être collectif. Tenez, Madame Ruth, le 14 décembre 2025, la RDC a signé un accord avec les États-Unis. Dans cet accord, nous avons la possibilité de recevoir des nouveaux investissements directs étrangers. Je dis bien investissements directs, parce que ça ne passe pas par l'État, et ça c'est l'entrepreneuriat. L'avantage, lorsque vous avez ce genre d'investissement, la population a l'avantage de voir directement ses conditions s'améliorer. Et moi, je le dis, au-delà de mon combat pour le changement de la Constitution dans son volet économique, je continuerai à me battre contre le détournement. Et c'est ce qui devait être le combat de l'Église. Malheureusement, nos églises n'attendent que quand il y a les problèmes constitutionnels pour se ranger soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. C'est malsain. Donc, lorsqu'il y a ces investissements qui arrivent,
la population va en bénéficier directement. Ce sont des nouveaux emplois qui seront créés. Ces nouveaux emplois seront accompagnés de la distribution de nouveaux salaires. Et ça ne sera pas des salaires à la manière des Libanais, ça sera des salaires à la manière des Américains. Et vous pensez que nous devons nous taire et faire rater à notre population une telle opportunité parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne l'État. Donc, mon combat, ma bataille, c'est que cet accord soit d'application avant la fin de cette année. Et pour que cet accord soit appliqué, il faut absolument changer la Constitution. Avec votre autorisation, comme ma démarche est pédagogique. Oui. D'ailleurs, c'est le but de l'émission. Oui, vous êtes notre princesse. Je ne vais pas vous demander de lire. L'idéal, c'était que vous lisez ces textes pour que les gens comprennent. Vous voyez la plupart des gens qui vont s'y faire ici. Ils débitent des sonnettes, ce sont des paresseux intellectuels. Ils n'ont jamais lu l'accord. Parce que s'ils l'avaient lu, ils auraient pu dénoncer ça depuis sa signature. Mais nous sommes là, l'accord aujourd'hui a été signé et même ratifié. Vous connaissez ma modestie, je n'ai jamais dit que moi je suis plus intelligent que les autres, mais s'improviser dans des débats si techniques, c'est poétique. Cet accord à son article 12 dit clairement ceci. Deuxième paragraphe. La République démocratique du Congo s'engage à modifier dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord la loi de 2014 et à entreprendre toute réforme législative et constitutionnelle. C'est dans l'accord. Mais ces politicailleurs ne lisent pas leurs problèmes. La nuit, ils vont chercher de l'emploi chez Tshisekedi. Quand ils refusent, les jours, ça devient des défenseurs du peuple, pendant qu'en réalité, la nuit, ce sont des fossoyeurs du peuple. Pas tous, mais la plupart d'entre eux. C'est eux qui devaient dénoncer cette disposition. Mais on l'a laissé courir jusqu'à la ratification. Mais il faut en tirer les conséquences. Et l'accord lui-même explique ce qu'il entend par toute réforme législative et constitutionnelle. Il dit cela comprendra. Ce qui nous intéresse, c'est les derniers alinéas. La création d'une autorité fiscale centralisée, responsable de toutes les interactions fiscales des sociétés avec les investisseurs de l'industrie minière. C'est là où, d'ailleurs, pour tous ceux qui connaissent les finances publiques, lorsqu'on enseigne les droits fiscaux dans tous les pays des hommes normaux, il n'y a qu'ici où les gens se réveillent, tout ce qu'ils ont de politique, c'est l'insulte. Et pour peu qu'on ait été à l'école, du moins à l'école des finances publiques, on sait que les cours de droit fiscal commencent toujours par les principes généraux. Parmi ces principes, il y a des principes à vocation constitutionnelle et des principes à vocation non constitutionnelle. Donc, on ne peut pas parler de l'impôt sans la Constitution. Parce que le principe de la légalité de l'impôt, du moins dans notre Constitution, est posé à son article 170. Encore une fois de plus, je relève que le fait de laisser les juristes seuls rédiger la Constitution, cette partie relative à l'économie a toujours été mal rédigée dans notre pays. Et donc, vous comprenez que l'impôt a un lien direct avec la Constitution. Je ne sais pas de quoi les gens parlent. Oui, ça va. Oui, je ne sais pas de quoi les gens parlent. Et donc, l'accord avait déjà prévu qu'en matière fiscale, il fallait des réformes constitutionnelles et législatives. Et comme ils ne lisent pas, ils veulent nous abrutir tous. Quelle est la conséquence de cet accord sur notre Constitution? Nous avons opté pour la décentralisation. Très modestement, j'enseigne la décentralisation et je suis praticien. Je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées ou bien que j'ai pris, que les gens prennent sur l'intelligence artificielle. Et je voulais leur dire que l'intelligence artificielle se trompe beaucoup, surtout en matière économique.
Lorsque vous lisez l'article 171 de notre Constitution, cet article dit clairement ceci. Les finances du pouvoir central et des provinces sont distinctes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger les pinceaux. C'est ça, la décentralisation voudrait dire qu'il y a une autonomie des provinces et des ETD. Comme si cela ne suffisait pas, les pouvoirs des provinces sont déclinés à l'article 204. Je parle des pouvoirs exclusifs, parce que lorsque vous lisez les articles 202, 203, 204, 202, ce sont les prérogatives exclusives du pouvoir central. 202, ce sont les pouvoirs conquérants, là où les gouvernements centraux et les provinces peuvent travailler ensemble. Mais les 204, c'est le pouvoir exclusif. Et c'est dans ce pouvoir exclusif-là que vous retrouvez la décentralisation fiscale. Donc, les provinces sont détenteurs, sur le fondement de notre Constitution, d'un pouvoir fiscal dérivé. Maintenant que l'accord demande qu'on puisse fusionner les régies financières, du moins ce qui concerne les activités minières, et n'oubliez pas que c'est le secteur nodal pour nos finances publiques, il faudra récupérer le pouvoir fiscal des provinces. Ce qui est interdit à l'article 220. Parce qu'à l'article 220, contrairement à ce que les gens pensent, qui ne voient que les mandats, l'article 220 dit clairement aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour intention stratégique la réduction des pouvoirs des provinces. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Soit nous acceptons de garder notre constitution dans le contexte actuel et notre misère va perdurer, soit nous répondons aux exigences des Américains et à partir de l'année prochaine, les investisseurs vont commencer déjà à déployer leurs outils de production d'une manière telle que sur une période moyenne de 15 ans, nous allons avoir les investissements directs de l'ordre de 500 milliards de dollars. Et lorsque vous avez les investissements de 500 milliards de dollars, Madame Reed, ça veut dire qu'au-delà des 92 milliards que nous avons déjà, qui vont continuer à produire leurs effets, de manière arithmétique, nous devenons la meilleure économie africaine. Professeur, vous présentez cet accord comme une panacée. Pourtant, au lendemain de sa signature, l'opposition avait fortement critiqué cet accord. Et il n'y a pas longtemps, Louis Michel a également abordé la question dans le même sens. Bon, vous nous dites aujourd'hui que votre démarche s'articule autour de cet accord qui prévoit qu'il y ait une révision de loi pouvant permettre à ce que l'accord soit mis en application. Est-ce que là, vous ne trouvez pas que l'opposition avait raison justement de décrier cet accord? Bon, je voulais d'abord rappeler ici qu'il y a une différence entre la critique et le criticisme. Le criticisme, qu'il vienne de Louis Michel, qu'est-ce qu'il connaît de la RDC, Louis Michel? Ce sont des gens... Il a été quand même à un moment un acteur clé. Lumumba avait dit ceci, que c'est nous qui allons écrire l'histoire de ce pays et je vais vous démontrer qu'il ne maîtrise rien de l'affaire. Ce que vous ne savez pas, les Européens, et particulièrement les Belges, étaient habitués à se nourrir aux mamelles de la RDC. Maintenant qu'ils voient que nous voulons nous émanciper du catalogue, c'est pourquoi ils font cette déclaration irréfléchie et irrationnelle. Je voulais vous dire que tous les pays qui sont passés par le chemin que nous venons de choisir sont aujourd'hui prospères. C'est notamment l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est depuis 1944.
qu'il est dans ce genre de deal avec les Américains. Les Koweït, pendant la guerre Iran-Irak, les Koweït avaient prêté 15 milliards de dollars à l'Irak. À la fin de la guerre, lorsque les Koweït veulent réclamer l'argent, l'Irak menaça de l'annexer. Et les Koweït a fait la même chose. Aujourd'hui, les Koweït prospèrent. Pourtant, on dit que les États-Unis n'ont jamais fait développer un pays. Ce sont des déclarations à la congolaise. Hein? Ce sont des déclarations à la congolaise faites par les gens qui ne maîtrisent pas grand-chose sur l'économie congolaise. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai beaucoup d'informations sur l'économie de mon pays et sur le fonctionnement du monde. Il ne faut pas suivre. Les Européens aujourd'hui, ils sont fâchés contre nous parce que fini l'esclavagisme. Nous traitons maintenant avec leurs propres chefs. Et de quel droit les Louis Michel peuvent nous interdire, nous, de nouer ces genres de deals avec les États-Unis, pendant que l'Europe elle-même s'est reconstruite grâce aux États-Unis. Je m'explique. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité européenne a été prise en charge par les États-Unis d'Amérique. Et ils ont réduit leur budget de défense pour l'affecter au développement. On parle de quoi? Ou bien vous avez peur de lui parce qu'il a la peau blanche? Non, mais c'est pas ça. Hein? Et il y a des Noirs plus intelligents que certains blancs, dont je ne parle pas de moi-même. Professeur, vous avez bien fait de préciser au début de cette émission que votre démarche s'est basée plus sur le volet économique de la Constitution. Voilà. Mais beaucoup voient dans cette démarche un danger. Ça veut dire permettre au président actuel de se maintenir au pouvoir malgré le verrou. Est-ce que vous ne risquez pas d'apporter de l'eau au moulin du camp présidentiel qui veut, à travers cette démarche, briguer un troisième mandat? Bon, le problème, c'est que nous avons des politiciens qui ne lisent même pas leur propre constitution. Lorsque vous lisez la constitution de la RDC, à son article 5, il est dit que la souveraineté de la République démocratique du Congo appartient au peuple. On ne dit pas comme dans d'autres constitutions qu'il exerce par ses institutions. On dit que les peuples exercent cette souveraineté-là, notamment par les mécanismes référendaires. Alors, comment une centaine de gens peut chercher à décider en lieu et place du peuple? Moi, je ne suis pas dans les démarches là, des mandats. Ça ne m'intéresse pas. La question des mandats revient au peuple et au peuple seul. Le Congo a 112 millions d'habitants. De quel droit c'est politique ailleurs? Il ne fait que voler depuis 1960 jusqu'à ce jour. Ils n'ont fait que voler. De quel droit ils peuvent refuser au peuple souverain de se prononcer sur son avenir? Donc, bref, la question liée au mandat ne m'intéresse pas. Parce que la réponse viendra du peuple. Et là, d'ailleurs, je félicite le président qui a été clair. Si je l'ai suivi, quand je l'ai suivi, il dit qu'il n'était pas intéressé par le deuxième mandat. Mais si jamais le peuple les lui demandait, mais vous savez que vous êtes parmi les journalistes de notre pays qui maîtrisent la langue française. Lorsque quelqu'un dit si, ça veut dire quoi? C'est au conditionnel. Et pourquoi ces politiques ailleurs, des gens qui devaient être en prison, ils n'ont fait que voler, ils n'ont fait que détruire. Les inondations que nous avons sur cette ville, c'est leurs immeubles qui sont construits sur les caniveaux. J'ai géré cette ville, je sais de quoi je parle. Qui sont-ils pour interdire à la population de se prononcer sur son avenir? Justement, vous faites bien de parler de la population, professeur. Ouais. Alors, vous, de par vos casquettes, Ouais. député national, pasteur, vous rencontrez au quotidien cette population. Est-ce que cette démarche, elle rencontre vraiment l'aspiration profonde de la population? Non, moi en tant que scientifique, je ne peux pas dire que je ne peux pas me prononcer jusque-là. Il y a des mécanismes par lesquels la population s'exprime. Moi, vous savez, ce qu'on fait chez nous, ce n'est pas de la politique, c'est de l'impolitique. Ce sont un groupe de gens qui pensent que les biens de la République, c'est pour eux,
dans un jeu de relais, ils volent à leur tour, ils laissent place à d'autres, ils vont revenir. Non. Il faut laisser la population. Moi, je ne peux pas. D'ailleurs, moi j'ai qualité pour parler au nom du peuple. Mais justement, parce que vous êtes ici, pasteur, vous le rencontrez au quotidien. Pourquoi nous sommes dans ce combat, Madame Reed? Après Kilt, si je reçois 20 personnes, 19, ce sont ces gens qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas scolarisé leurs enfants. Et pendant, nous voyons comment les politiciens entrent dans l'ascension sociale. Ils sont dans la dèche avant leur fonction. Ils triment et une fois accédés au pouvoir, ils commencent à fumer. Est-ce que ça doit continuer comme ça, que les politiciens fassent souffrir la population? Il est temps. Je vous dis, Madame Reed, c'est la seule opportunité que Dieu vient de nous donner de développer notre pays avec l'accord de Washington. Ne me parlez pas des gens comme les Louis Michel, là, ça ne me dit rien, moi, sur le plan économique. Donc, l'opportunité que nous venons d'avoir me rappelle ce qui s'est passé dans ce pays. Nous sommes le 26 mai 2001, lorsqu'avec l'ancien président, il va accepter le retour du Fonds monétaire de la Banque mondiale. C'est cela qui nous a fait passer d'un taux de croissance négatif à un taux de croissance positif. Et aujourd'hui, tout le monde en a accueilli les faux. Maintenant que l'actuel président nous donne maintenant la possibilité de devenir la meilleure économie africaine, vous voulez que nous puissions nous taire? Est-ce que nous avons vraiment des hommes d'État dans ces pays? Si on veut les compter, c'est au bout des doigts. Ce sont des prébendiers. Ce sont des gens qui ne voient pas au-delà du bout de leur regard. Le développement du pays, ce n'est pas leur affaire. Vous savez pourquoi il y a les banditismes urbains dans ces pays? C'est parce que les jeunes n'ont pas de travail. Leurs parents ne sont pas payés. Je n'encourage pas, mais j'explique la fin. Si ces gens-là ont des emplois rémunérateurs, vous pensez que la nuit, ils auront la force de faire le braquage? Mais ils iront dormir parce qu'ils savent que demain matin, ils doivent être au lieu de travail. Donc, c'est maintenant, mes chers compatriotes, ne suivez pas les politiciens, on les connaît, ce sont les mêmes. Quand ils ne sont pas aux affaires, ils ont un discours. Quand ils sont là, ils ont un discours. Et moi, comme pasteur, je ne veux pas leur donner l'occasion de continuer à faire souffrir la population. Je sais qu'il y a des politiciens bien, mais ils ne sont pas nombreux. Mais on ne peut pas louper, on ne peut pas rater l'occasion nous offerte par les Américains pour relancer notre économie. Quel prestige un jour vous allez vous réveiller comme ça, on dit que la RDC c'est la meilleure économie africaine. Donc nous serons avant l'Afrique du Sud. Alors, parce que dans les classements, donc avec le PIB actuel, les PIB de l'Afrique du Sud, c'est autour de 477 milliards, mais on arrondit à 480 milliards. L'Égypte vient autour de 440. Le Nigeria, 377. Après, vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc. Toutes choses restant égales par ailleurs. Les économistes comprennent ce que ça veut dire. Lorsque nous allons achever ces investissements, et je vous informe que la liste n'est pas fermée. Donc, chaque fois qu'il y aura des découvertes de richesses, nous devons en informer aux Américains. Vous voyez les Bandundu ici? Toutes les cases que vous voyez dans les Bandundu ici, de Kabouba à Popo, sont construites sur le pétrole. Vous pensez que le pétrole, là, c'est Jésus qui va utiliser ça quand il viendra enlever l'église? C'est maintenant que nous devons exploiter ça. Aller dans toutes les provinces de la RDC. C'est plein de minerais.
qu'on n'exploite pas. Et nous devons rester comme ça. Et la bonne nouvelle, qui est une nouvelle bonne pour nos pays, c'est que l'accord prend en charge même les barrages d'Inga. Les barrages d'Inga, lorsque nous l'avons, nous pouvons vendre de l'électricité à toute l'Afrique. Et ça ferait de nous une superpuissance. Et vous voulez que nous puissions rater tout ça parce qu'il y a quelques personnes qui cherchent à entrer au gouvernement pour voler? Professeur, à vous entendre parler, c'est comme si notre salut viendra des Américains. C'est maintenant, c'est la meilleure occasion que Dieu nous a offerte. Et moi, je vous dis, ce que j'ai dit a un fondement théorique et a également un fondement empirique. Sur les plans théoriques, on appelle ça la théorie de l'agence. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est depuis le président Kabila que je tiens ce discours. J'ai insisté sur la nécessité de négocier un partenariat avec les États-Unis. Pourquoi je le disais? Parce que je savais. Très modestement, j'ai fait mon stage au Parlement d'Arkansas. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. Bref, le complot contre la RDC date de 1945. En fait, lorsque il fallait mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, l'uranium était venu de la RDC. Et si ces politiciens qui nous ont dirigés pendant longtemps étaient sérieux, nous devrions être la première puissance nucléaire du monde. Lorsqu'on a vu les effets, les ravages causés par la bombe atomique, les Américains avaient dit que nous devons tout faire pour bloquer ces pays-là. Les complots, lorsque vous voyez les grands Lumumba dire que la balkanisation c'est maintenant, ce sont des gens qui connaissaient, qui avaient la vision pour ces grands pays. Et les Américains, s'ils n'avaient pas réalisé tout de suite leur projet, c'est parce que nous sommes dans le contexte de la guerre froide, qui avait suivi la guerre chaude, avec le bloc soviétique. Ils ne voulaient pas nous brutaliser parce qu'ils se disaient que si nous basculons vers l'URSS, c'est eux qui allaient perdre. Ils vont installer le maréchal Mobutu pendant 32 ans. Lorsqu'ils réussissent, nous sommes en 1991, à déstructurer l'URSS, c'est à ce moment-là qu'ils ont provoqué cette histoire de génocide au Rwanda en 1994. L'idée, c'est que ce sont les Américains qui étaient derrière l'agression. Il fallait négocier avec eux parce qu'en management, il existe une différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Donc, lorsque je prends une décision pour résoudre un problème, je dois tenir compte de deux facteurs. C'est l'impact et la faisabilité. Maintenant, nous avons compris qu'il faut négocier avec les Américains. Depuis qu'ils sont là, à part les massacres que j'ai appris ce matin, il y a de moins en moins de villes qui tombent. Depuis cet accord, il y a de moins en moins de morts. Vous savez, les politiciens, ils aiment bien la comptabilité macabre. Ils aiment bien créer des problèmes. Non, il y a eu autant de morts. Pendant ce temps, leurs enfants étudient en Europe, en Amérique. Ils vont exposer les enfants des autres à la mort. Et quand ils ont le pouvoir, regardez dans toutes les nominations, c'est le nom de leurs enfants qui revient. Bref, chers compatriotes, de la manière la plus objective, saisissons ensemble cette occasion d'appliquer l'accord de Washington. Ça va nous permettre de nous développer en dehors de ces brigands qui volent les biens de l'État. Et les gens, le problème c'est que nous avons une classe politique inculte. L'histoire de réunifier les régies financières, ça ne vient pas seulement avec les Américains. On peut tout reprocher à Matata Amponio, mais pas quand même nier son professionnalisme. Nous sommes en 2017 dans ce pays, j'étais dans la salle. Augustin Matata, alors Premier ministre, avait organisé un forum économique. Il avait fait venir les professeurs de partout. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait réunifier ces régies financières. Mais on s'était heurté à des obstacles majeurs. C'était la sous-informatisation de certaines régies financières, parce qu'à l'époque, c'est la DGDACEL qui était hyper informatisée. Et le deuxième obstacle, c'était le volet constitutionnel, parce qu'il fallait toucher à l'article 220 pour réduire les prérogatives des provinces. Ça s'est fait sans le régime actuel. Mais c'est peut-être pour ça que ça n'a pas abouti. Non.
On avait dit qu'il fallait attendre l'informatisation des autres régies et après on allait modifier l'article 220. Les recommandations existent. Et à ce jour, le problème, c'est que la paresse intellectuelle caractérise notre pays. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Mais les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous attendez une certaine broutille qui dit non, on peut faire ça sous forme d'un guichet unique. Mais est-ce qu'ils comprennent d'abord ce qu'ils parlent? Un guichet unique, c'est une plateforme qui a plusieurs parties prenantes. Mais les parties prenantes gardent leur autonomie en matière de contrôle. Or, c'est ce que les opérateurs économiques ne veulent pas. Un guichet unique, ça se crée par arrêté ministériel. Mais l'autorité de revenus dont on parle ici, c'est un service public. Constitutionnellement parlant, ça doit être créé par le Premier ministre. Et aucun autre service ne peut exercer des contrôles en dehors de cela. Et ils parlent de quoi? Ils parlent pourquoi ils veulent être professeurs de la matière pour laquelle ils sont ignares. Donc, je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres, mais c'est effarant. C'est effarant de voir des gens entrer dans les débats qui nous concernent. Dans la vie, on ne peut pas tout connaître. Et moi, ma petite force, c'est que je ne parle jamais des questions que je ne maîtrise pas dans ma vie. Très modestement, très humblement, c'est mon apport. La population souffre. Pourquoi les politiciens sont si méchants? Pourquoi on ne veut pas accorder l'occasion à la population de jouir? Donc, nous irons au ciel comme ça, sans avoir joui de la vie sur la terre. Là, c'était les scientifiques qui parlaient. Oui. Maintenant, je veux poser la question au pasteur que vous êtes. Oui. Membre, appelons ça, d'une coalition qui a vu le jour, qui est portée par l'archevêque Ejiba Mapia. Oui. Vous projetez même une marche le 5 juin pour soutenir justement cette initiative. Mais là où ça choque quand même l'opinion, c'est que vous, en tant que pasteur, vous l'avez dit tout à l'heure, vous voyez la misère de la population. On n'a jamais vu ce genre d'initiative quand il faut dénoncer l'insécurité, quand il faut dénoncer l'effritement du pouvoir d'achat de cette population. Mais pour cette initiative, on voit que une frange des pasteurs s'est mobilisée pour cette initiative. Ça étonne quand même. Bon, moi, le seul combat que je mène dans cette affaire, c'est l'accord de Washington. Mais vous pouvez quand même parler au nom des autres. Non. Chacun, je sais qu'on ne parle pas des absents. Chacun pourra parler. C'est à l'infirmerie, à chacun son tour. Donc moi, mon combat, et je vous dis, je vais expliquer cette affaire. Je vais faire le tour de la République. Je vais animer des conférences dans des universités pour que le peuple comprenne de quel côté part son intérêt. Nous avons déjà dépassé ces étapes-là, où il y a des gens qui pensent que si quelqu'un de mon patelin est président de la République, c'est un bonheur. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous, c'est la République. Nous, quand c'est bon, c'est bon. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'ancien président n'a fait que de mauvaises choses dans ce pays. Je vous fais voir qu'il nous a fait passer d'un taux de croissance négatif à un taux de croissance positif. Mais on ne doit pas m'interdire de dire que l'actuel président est en train de mieux faire que ses prédécesseurs. PIB doublé dans 8 ans. Quelle vitesse de croissance! Donc nous, là, quand c'est bon, c'est bon. Oui, mais... moi, si cet accord n'était pas en faveur de la population, je n'aurais pas pu mouiller ma chemise. Mais cette même population, professeur, je ne sais pas si vous êtes au courant, récemment à Béni, il y a des mouvements citoyens qui se sont prononcés pour dire non, que ce soit à la révision ou au changement de la Constitution, parce qu'ils estiment que les priorités sont ailleurs. Les priorités pour la population, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord l'amélioration des conditions sociales de la population. C'est mal connaître l'accord de Washington. L'accord de Washington a des volets sécuritaires. Les gens ne le savent pas. Il y a même des volets scientifiques, technologiques. Le problème, c'est que chez nous, on ne lit pas. Les malheurs de nous, Congolais... Ça n'a pas été vulgarisé. Non, aujourd'hui,
les gens s'entre-insultent sur la toile. Le même accord est sur la toile. Pourquoi on ne peut pas prendre du temps pour lire l'accord avant de s'insulter? Donc, les gens qui disent, c'est ça la beauté, c'est ça le rôle. L'élite est là pour éclairer la masse. Certainement que les gens qui font ces déclarations, peut-être ils n'ont pas la bonne information. Mais je vous ai lu l'accord. Cet accord profite à la République. Et je vous dis que moi, je ne parle pas de l'accord avec ces régimes seulement. J'en parle depuis Kabila, le président Kabila. Personne ne nous avait écoutés. Maintenant que l'actuel président, il suit la voie de l'accord, il a notre soutien. Donc, il ne faut pas exposer les enfants. La plupart des gens qui font des déclarations là, ce sont des gens qu'on manipule, eux-mêmes n'ont pas lu l'accord. Et vous allez voir tous ces politiciens qui crient là, les jours où le président Tshisekedi leur donne un poste, ils vont oublier la population. Mais ici, vous avez des investissements qui profitent directement à la population. Vous pensez que nous aurons peur de ces politiciens? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays depuis 1960? Mais si vous Chers compatriotes, notre salut collectif se trouve dans les cours de Washington. Si vous n'avez pas peur de ces politiciens, comme vous le dites, vous ne voyez pas qu'il y a déjà un décor de chaos qui pourrait s'installer? Parce que je pense que vous êtes au courant, mardi, l'opposition a lancé la coalition article 64 pour barrer la route à toute initiative de changement ou de révision de la Constitution. Est-ce que vous ne pensez pas, en tant qu'homme de Dieu, que si cette initiative pourrait susciter des tensions, qu'il serait mieux de surseoir? Moi, j'ai beaucoup d'amis dans l'opposition. J'échange avec eux, donc on ne présente pas l'opposition comme si c'était des voyous, non. Ils sont dans leur rôle. Ils doivent chercher à voir clair et s'assurer, et savoir comment ça va se passer. Mais moi, en tant que pasteur, je me battrai pour qu'il n'y ait pas cette confrontation. Lorsque je dis que je vulgarise, mais je reçois des feedbacks. Il y a des membres de l'opposition qui m'appellent, même pour me demander l'accord, parce qu'ils ne l'avaient jamais lu. Donc, c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie, ils doivent s'organiser pour barrer la route à ce qu'ils peuvent considérer comme étant défavorables à la République. Mais ici, même vous, quand j'explique les avantages de cet accord, qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette affaire pour que nous puissions nous entretuer? Et vous verrez que les politiciens n'envoient jamais leurs enfants faire la marche. Ce sont les enfants des autres. Mais quand il y a des nominations, c'est leurs enfants. Donc moi, c'est pourquoi, si nous nous sommes levés à temps, c'est parce que les politiciens attendaient surprendre la population vers le mois de novembre pour qu'il y ait des troubles et affrontements. Maintenant, dans cette démarche pédagogique, je crois qu'il y aura toujours les gens de bonne foi qui vont comprendre. Et moi, je ne suis pas pour les clivages. Hein. Opposition, pouvoir, nous sommes tous Congolais. Rebelles, nous sommes tous Congolais. Nous devons échanger, nous devons parler pour voir qu'est-ce qui est avantageux pour la paix. Et ce que les gens oublient, cet accord ne va pas totalement profiter au président actuel. Comment ça? Parce que lui, quand il va terminer son mandat, il va partir. C'est ceux qui viendront après qui vont en cueillir les fruits mûrs. Parce que les investissements, je vous ai dit que c'est sur une période de 15 ans. Alors, pourquoi on doit s'entretuer pour des choses si simples? Alors, changement de la Constitution, ça devrait absolument passer par le référendum. Ouais. Comment ça va se passer, professeur? Parce qu'il y a des territoires qui sont sous occupation de la FCM 23. Vous pensez que ces Congolais-là n'ont pas le droit de se prononcer sur la question? Comment ça va se passer concrètement? Bon, il faut d'abord être honnête, reconnaître qu'il s'agisse de l'élection présidentielle, qu'il s'agisse du référendum,
l'idéal, c'est que toutes les provinces participent. Pourquoi? Parce que la légitimité du chef de l'État est nationale. Même sur le plan référendaire, l'idéal, c'est que tout le monde participe. Mais je ne voudrais pas mettre la charrue avant le bœuf. Tout simplement, tout simplement parce que la loi référendaire est encore en examen au Parlement. Donc, je ne connais pas encore quelles seront les dispositions qui seront déjà prises sur le plan légal. Mais ce que je peux vous dire, qu'il y a quand même une petite nuance. Ça, ce sont des choses scientifiques. Les gens peuvent prendre comme ils veulent, mais c'est ça la vérité scientifique. Il y a quand même une nuance entre l'élection présidentielle et le référendum. Donc, à ce qui concerne l'élection présidentielle, nous sommes en démocratie représentative, tandis qu'à ce qui concerne les référendums, nous sommes en démocratie directe. Mais il y a un dénominateur commun, professeur. Non, le peuple se prononce. Non, il ne faut pas suivre. Ne suis pas ce que raconte. Non, c'est pas ce qu'elle raconte les gens. On a vu. Non. En 2006, il y a eu un référendum dans ce pays. J'ai dit ceci. D'ailleurs, je vous informe qu'en 2006, le référendum de 2005 n'avait pas couvert tout le territoire national. Parce qu'il y avait des zones qui étaient occupées par les miliciens. Donc, vous pouvez tromper aux gens de la rue, pas à moi. Je vous ai dit qu'à part mon statut d'économiste, je suis docteur en sciences politiques. Donc, tout ce qui est trait à l'État m'intéresse. Renseignez-vous, les référendums de 2000. Je ne dis pas qu'il faut imiter des mauvais exemples, mais les référendums de 2005 n'avaient pas couvert tout le territoire national. Ça, ce sont des faits. Vous comprenez? Donc, les gens, vous savez, ce qui fait mal, il y a des choses que la population, les hommes de la rue devaient dire, pas les hommes d'État. La nuance entre les deux, c'est qu'à l'élection présidentielle, on vote un représentant, tandis qu'au niveau des référendums, on vote un texte. C'est ça la nuance. Et je vous dis que dans ces pays, le référendum de 2005 n'avait pas couvert toute la République. Je ne vous demande pas qu'on les imite, mais il ne faut pas que les gens mélangent les pinceaux. Il y a une nuance entre une élection présidentielle et un référendum. Et j'explique ça en des termes simples. Pourquoi l'élection présidentielle doit se faire impérativement sur tout l'étendue du territoire national? Vous avez beaucoup de candidats. L'écart peut être de 2 à 3%. Donc, si vous le faites pas sur toute l'étendue du territoire national, vous risquez d'avoir un faux président. Par contre, avec un référendum, le référendum se fait en binôme. C'est-à-dire, c'est soit les oui, soit les non. Donc, si vous faites un référendum sans une autre partie du territoire national, si la Constitution a été déjà rejetée par 80%, on peut déduire que même si les autres étaient pour, donc la majorité... Oui, mais ne leur privez pas ce droit-là. Non, je donne d'abord des réponses scientifiques, oui. Mais l'idéal pour moi, c'est que et l'élection présidentielle et le référendum, que cela soit organisé sur toute l'étendue du territoire national. Et en fait, je répondais parce qu'il y a des âneries. Les gens prennent leurs âneries, ils font passer ça pour des vérités scientifiques. Il y a une différence scientifique entre une élection qui relève de la démocratie représentative et un référendum qui relève de la démocratie directe. Donc, nous sommes en sciences politiques. Alors, professeur, ça doit être dit comme ça et les gens doivent savoir que en 2005, le référendum n'avait pas couvert toute la République. La Constitution a été adoptée. Mais moi, ce que je souhaite pour le moment, c'est qu'on puisse organiser et l'élection et le référendum sur toute l'étendue du territoire national, sauf en cas de force majeure. Or, pour le moment, certains territoires... Sauf en cas de force majeure. Or, pour le moment, certains territoires sont sous contrôle de la FM23. Non! Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant le bœuf? Pourquoi ne pas attendre la réunification du pays et entamer ces... Enfin... Bon, c'est-à-dire que je vous ai dit que s'agissant de la loi référendaire, je n'aime pas émettre un avis d'autorité parce que le dossier est encore sous examen. Oui. Attendons voir dans quel format la loi sera votée. Mais il y a des explications qu'il faut donner.
les politiciens aiment abrutir la population. Ils développent des théories qui n'ont aucun fondement scientifique. Donc quand je donne ces petits détails, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Mais vous êtes parmi les plus intelligents, voilà. Et des deux, c'est la quête de la vérité. Comment les gens ne peuvent pas connaître la différence entre une démocratie représentative et une démocratie directe? Merci, professeur. Me fait signe que nous avons consommé le temps qui nous était imparti. Mais je vais quand même vous accorder 2 minutes. Vous allez regarder la caméra, vous allez regarder ce public qui vous suit en ce moment. Vous leur dites, en résumé, quelle est aujourd'hui l'urgence pour nous, Congolais, de changer la Constitution? Chers compatriotes, qu'il s'agisse de ceux du pouvoir, de ceux de l'opposition, de ceux de la rébellion, et même des non-alignés. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Les Américains viennent de nous offrir une opportunité de bénéficier d'au moins 500 milliards de dollars et la liste n'est pas fermée. Souvent, ce sont les politiciens qui s'enrichissent au détriment de la population. Mais avec l'accord de Washington, c'est la population qui va s'enrichir par le travail au détriment des politiciens que nous sommes. Je vous appelle tous à une lecture responsable de l'article 12 de l'accord de Washington qui nous lie aux États-Unis. Vous allez comprendre qu'il y a des réformes constitutionnelles que nous devons engager sur le plan économique. Je souligne bien sur le plan économique. Si nous engageons ces réformes, à partir de l'année prochaine, les nouveaux investissements vont commencer à être déployés dans notre pays. Ça va mettre fin à la guerre, ça va mettre fin à notre misère. Au lieu de chercher à nous confronter, mettons-nous ensemble. Regardons dans la même direction avec la République démocratique du Congo pour faire corps avec elle, afin que nous puissions sortir notre peuple de la souffrance. Voilà les messages que j'avais pour vous. Dépassionnons les débats. Professeur Godin Poyi, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui... Ça faisait quand même longtemps qu'on vous avait vu sur ce plateau. Non, quand c'est Madame Ritt, je cours vite. Merci beaucoup. Quand c'est Madame Ritt, je cours vite. Merci beaucoup, professeur. Et merci à vous également qui nous avez suivis. Merci. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci à tous nos auditeurs, téléspectateurs et même followers. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du magazine Entretien. À très bientôt.